Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'Immédiat aux côtés de Jean-Yves Le Gallou. Bonjour Floriane. Bonjour Jean-Yves, merci d'être avec nous. Chers téléspectateurs, je vous le rappelle dès l'introduction de cette émission, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce en l'air, n'hésitez pas à laisser un commentaire et puis vous pouvez également relayer cette émission pour lutter contre l'algorithme de YouTube qui, vous le savez, je vous le répète chaque semaine, ne nous est guère favorable. Place au programme de la semaine, nous allons nous intéresser à un site qui a beaucoup fait parler de lui en janvier, c'est mafrance.app. Et je vous annonce d'ores et déjà que nous avons une interview exclusive avec son fondateur. Et puis, nous reviendrons sur le cas de Raphaël Glucksmann Salamé, qui, semblerait-il, vient d'une famille d'agents. Peut-être un talent qui se transmet de génération en génération. Nous verrons cela. On aura les habituelles pastilles de l'information et puis bien sûr le portrait piquant qui donc très fortuitement sera consacré à notre Raphaël Glucksmann Salamé préféré. Vous l'aurez bien compris. Si vous êtes prêts, eh bien c'est parti. On se retrouve après la virgule. Un site internet qui existe déjà depuis 9 mois vient de faire parler de lui dans les médias, avec par exemple cet article de 20 minutes. C'est quoi le site Où va ma France ? Soupçonné de ficher les musulmans. Ah, ça, c'est vraiment pas bien. Ça, c'est très mal. C'est très, très mal. Alors, quand on va un petit peu plus loin dans les articles de 20 minutes, on nous explique que le site revendique de faire l'état des lieux du pays en fonction de plusieurs critères. Problème, ce sont des critères chers, nous dit 20 minutes, à l'extrême droite. Ouh là 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 là, ça fait peur. Alors, on parle bien sûr d'indices d'islamisation, d'indices d'immigration, mais également d'interventionnisme social, aussi de wokisme et de défrancisation. Alors là, c'est sûr, c'est vraiment l'extrême droite. Il y a même une élue écologiste, pardonnez-moi, qui a demandé la fermeture du site parce qu'elle disait que cela met des cibles dans le dos des Français de confession musulmane et que cela fiche des personnes en raison de leur origine et que ce sont en quelque sorte des statistiques ethniques. Et ça, c'est très intéressant, on va y revenir. Elle explique aussi que cette page Internet incite implicitement à éviter certains quartiers ou commerces faisant du fait de la présence de populations migrantes ou de lieux de culte. Et l'association SOS Racisme a même décidé de porter plainte. Alors, la presse c'est leur activité principale, exactement. La délation et les plaintes financées par les contribuables et encombrant la justice qui n'a évidemment rien d'autre à faire. De préférence. Alors, ça a été largement repris, cette polémique, dans une terminologie très précise, vous allez voir. Donc, on a un site soupçonné de ficher les musulmans qui serait dans le viseur de Laurent Nunez, donc sur actu.fr. Ouest France enquête sur un site soupçonné de ficher les musulmans. Et puis, Le Figaro même, un site accusé de ficher les musulmans. Libération, bien sûr, a repris le terme. Ouest France, La Provence, Notre Temps, Le Parisien, BFM, enfin bref, vous aurez compris, toute la presse a fait le travail. Mais alors, Le Figaro, vous avez un petit mot, Jean-Yves. Alors d'abord, c'est la presse perroquet, puisque tout le monde traite le même sujet sous le même angle. Y compris d'ailleurs Le Figaro, sous la signature d'un journaliste qui s'appelle Éloi Passot. Alors il est intéressant ce journaliste qui reprend exactement la doxa de la gauche et de l'extrême gauche avec le label Figaro. Figaro qui fête ses 200 ans. C'est pas un bel anniversaire ce type d'article. D'où vient ce garçon ? Il vient, c'est un Sciences Potard, Sciences Po Lille. Il est en liaison avec le centre de formation des journalistes et en liaison, c'est intéressant, avec la plateforme Pharos, qui est une plateforme de délation antiraciste
au ministère de l'Intérieur, entre autres, au ministère de l'Intérieur. Et donc tout ça est connecté avec le discours finalement de délation crypto-policière entre Nunez et SOS Racisme, avec ce journaliste du Figaro au milieu, le Figaro qui se prétend un journal de droite ou indépendant, pour garder de près. Alors, Jean-Yves, j'annonçais à nos téléspectateurs qu'on avait eu une interview exclusive du fondateur de mafrance.app, un site internet qu'on vous recommande d'aller consulter, ne serait-ce que parce qu'il est très bien fait. Et je vous propose d'écouter sa réaction à lui sur justement ce battage médiatique autour de ce qu'il a créé. On l'écoute tout de suite. C'était très intéressant de voir la construction du narratif se mettre en place, de voir l'ensemble des journaux dits de gauche ou du centre, voire même du centre droit, reprendre mot pour mot la même narratif, la même accusation dans leur titre. Le fichage de musulmans, donc c'est intéressant parce que il n'y a aucune personne qui est fichée sur mon site. D'ailleurs, je mets au défi chacun des journalistes concernés de retrouver un seul musulman qui soit fiché sur ce site. Donc c'est complètement faux, mais c'était intéressant de voir comment ce narratif émerge et repris par l'ensemble de journaux qui n'ont pas l'air si différents les uns des autres. Une tactique qui semble être habituelle, c'est de lancer des anathèmes contre le site, de manière à lui donner une coloration. Étant donné que les informations sont toutes publiques, n'importe quelle autre source, y compris les sources officielles, pourrait être sujette à ces mêmes accusations, donc c'est pas spécifique à ce site. L'utilisation va dépendre de chacun. Par exemple, dans une recherche de vérification immobilière, on peut évaluer différentes communes, différents lieux, la proximité avec différents lieux d'intérêt. Ça peut être une piste d'utilisation. Une autre peut être, par exemple, d'évaluer l'efficacité des responsables exécutifs des lieux concernés par rapport aux statistiques de criminalité, par exemple. Ça existe dans des cartographies, dans l'esprit des gens. C'est des choses je pense qu'on peut se partager entre amis, éventuellement, qu'on peut apprendre petit à petit quand on habite dans une ville. Le site propose de donner des informations plus objectives, plus officielle sur ce ressenti qu'on peut avoir. Encore une fois, l'utilisation du site appartient à leurs utilisateurs. Alors Jean-Yves, vous avez un complément de réaction suite à ce propos du fondateur de mafrance.app, parce que peut-être qu'il y a quelque chose que la presse n'apprécie pas non plus en fait dans ce site internet. En fait, il fait ce que Elon Musk appelle du journalisme citoyen, c'est-à-dire c'est un homme qui manie assez bien les statistiques, qui servent des statistiques pour démontrer une réalité, à savoir la réalité de l'islamisation, la réalité de la présence de l'immigration dans un certain nombre de quartiers, ses conséquences. Et il traite les statistiques. Il traite les faits à travers les statistiques, alors que les médias officiels, mainstream, préfèrent raconter des histoires, finalement. Ils préfèrent leur narratif aux faits. Et donc, ça les choque beaucoup, parce que c'est de la concurrence déloyale et c'est de la concurrence efficace. Allez voir le site MaFrance, bien sûr. Alors, justement, maintenant, le fondateur de mafrance.app va nous présenter un peu plus en détail son site, et puis on reviendra quelques instants après là-dessus pour vous en dire plus. Alors, l'outil est une application qui analyse différents indicateurs sur 5 thèmes différents, des thèmes qui ont trait aux changements importants qui ont lieu en France depuis un certain temps, et qui sont l'insécurité, l'immigration, l'islamisation, la défrancisation et le wokisme. Donc j'ai recherché pour l'ensemble de ces thèmes, j'ai agrégé différentes données de sources publiques, le plus souvent officielles, qui s'y rapportent, et que j'ai intégrées dans le site à différentes échelles, donc à l'échelle nationale, mais également aux échelles locales, départementales et l'ensemble des 35 000 communes de France. Et tout cela permet à l'utilisateur, en sélectionnant sa localité par exemple, de retrouver toutes ces informations pertinentes pour sa localité. Et j'ai construit pour chacun de ces 5 thèmes un indice
qui permet de comparer différentes localités entre elles, de manière à établir si, pour ces indices, ces localités sont plus ou moins impactées. Les sources sont pour l'essentiel officielles, donc par exemple les sources de criminalité sont celles du ministère de l'Intérieur, tout à fait officielles, tout à fait identiques à celles publiées par le ministère de l'Intérieur lui-même, et disponibles sur data.gouv.fr. D'autres sources sont disponibles sur l'INSEE, et le site indique de façon tout à fait transparente les sources de chacune des informations. Alors Jean-Yves, dans ce site internet, effectivement, on retrouve vraiment plein de données, beaucoup. On ne va pas pouvoir vous en faire la liste tout à fait exhaustive, mais voici une rapide visite de ce que vous pouvez trouver. Alors par exemple, on peut faire un état des lieux des tentatives et des homicides en France. Donc on a une carte avec des couleurs qui s'affichent. C'est très didactique, tout est vraiment bien fait. On peut également zoomer sur certaines villes ou certains départements ou certaines régions, plus spécifiquement. Par exemple, là, dans un graphique, j'ai choisi d'illustrer le nombre d'homicides et de tentatives d'homicides en Seine-Saint-Denis, dont on voit assez clairement que finalement, c'est une moyenne qui est au-dessus de celle de la moyenne en France. Alors, on voit effectivement deux choses. D'abord, on voit que les chiffres montent partout, qu'ils sont beaucoup plus élevés en Seine-Saint-Denis et qu'ils augmentent plus vite. Voilà. Tout à fait. C'est factuel. C'est factuel. On peut également sur mafrance.app faire un état des lieux de l'évolution des prénoms, avec notamment ce chiffre en 2024. Eh bien, les prénoms français traditionnels sont désormais environ à 37,32%, là où on peut estimer que avant 1945, ils étaient à 100%. Désormais, il y a des prénoms donc européens qui se sont rajoutés, des prénoms extra-européens, donc africains et musulmans, des prénoms asiatiques aussi, mais la courbe est assez faible et donc moins lisible. Mais on a également les prénoms inventés. Les prénoms qui n'existaient pas et qui témoignent là aussi d'une certaine évolution sociologique. D'ailleurs, c'est une courbe qui progresse de façon assez inquiétante. Si vous voulez, il y a à la fois la perte d'identité, avec la perte des prénoms traditionnels, les prénoms inventés, et la montée d'identité étrangère. Et il semblerait d'ailleurs que la statistique minore un petit peu la réalité, parce que les prénoms qui sont très très peu donnés n'apparaissent pas dans la statistique, et donc la réalité est peut-être encore pire. Mais la courbe est intéressante. Ce qui est intéressant avec ces chiffres-là, c'est l'évolution dans le temps. Voilà. C'est aussi une mesure du grand remplacement. Il risque d'y avoir un croisement si la situation continue. Alors, sur mafrance.app, on peut également faire un aperçu des mosquées en France. D'ailleurs, quand on ne coche que ça, c'est assez affolant. La carte est recouverte de points noirs. Mais on peut également observer les quartiers prioritaires pour la politique de la ville, où se trouvent les centres de migrants, les centres d'accompagnement de migrants et également les hébergements généralistes qui sont aussi consacrés aux migrants. Et on peut afficher aussi le prix de l'immobilier par euro par mètre carré. Et donc, en croisant un peu toutes ces infos, là, par exemple, sur l'illustration que je vous propose, on se trouve dans le nord de Paris et on voit que les mosquées sont en plein dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Coïncidence, je ne pense pas. Pas vraiment, non. Pas vraiment. Alors, il faut savoir que toutes les données dont on vous parle et que vous pourrez retrouver sur mafrance.app sont des données très officielles qui sont retrouvables partout. D'ailleurs, il y a une page source, donc c'est très transparent. Et parfois, ce sont des données qui sont couplées à des sources plus communautaires, mais tout à fait en libre accès. Par exemple, pour les mosquées, le fondateur du site s'est appuyé sur un site internet qui s'appelle trouvetamosquée.fr. Un site qui n'a pas été ciblé par un article de Libération, celui-là. Étonnant. Donc, notre époque, Jean-Yves, c'est vraiment « cachez-moi ces données que je ne saurais voir » et surtout, n'analysez pas, vous risqueriez de comprendre. Alors, si vous voulez, le problème, c'est que qui cherche à cacher les données ? Les journalistes et les universitaires.
Moi, il y a 1 an, j'avais rencontré un universitaire, un professeur de géographie, spécialiste de géographie quantitative. Exactement ce que fait France.org. Et je lui avais posé la question suivante. Est-ce qu'il y a des études sur l'impact de la carte scolaire sur le prix de l'immobilier ? Bon, parce qu'on sait des fois, en fonction du passage de la carte scolaire, le prix varie pour des immeubles comparables. Tout à fait. Et il m'avait répondu, professeur d'université, non, c'est trop touchy. C'est-à-dire qu'aucun universitaire, aucun thésard ne pourrait faire ce genre d'études parce qu'il serait ciblé. Eh bien oui, c'est dommage. Les universités, si les universités font pas le boulot, si les journalistes font pas le boulot, eh bien, il y a les citoyens qui font le boulot et à travers ce site et d'autres sites, on a cité dans d'autres émissions Vanguard, on peut citer l'Observatoire de l'immigration et de la démographie. Voilà, ce sont des associations, ce sont des particuliers qui font le boulot que les universitaires et les journalistes qui vivent d'argent public ne font pas. Oui, d'ailleurs, pardonnez-moi pour l'exemple parisien, chers téléspectateurs, mais pour la carte scolaire, par exemple, les immeubles qui sont dans la carte scolaire de Henri IV ou de Stanislas, qui sont 2 très grands lycées très convoités, effectivement, c'est des immeubles qui valent un prix d'or. Même les chambres de bonne sont souvent sous-louées pour permettre d'avoir une adresse chez l'habitant dans ce quartier-là et y envoyer ensuite ses enfants. Enfin, vous voyez un peu les stratégies qui sont mises en place. Alors, rassurez-vous, on a élargi le bassin scolaire d'Henri IV et de Louis le Grand, ce qui fait que maintenant, ils sont en train de décliner comme tout le monde. Voilà. Tout le monde, oui. Heureusement, le pouvoir a pris les bonnes mesures. Voilà. Mais rassurez-vous. Oui, toujours est-il que grâce à mafrance.app, si vous avez un projet immobilier, vous pourrez vous renseigner de façon assez précise et je crois que c'est intéressant de le faire. Place maintenant à notre dossier du jour. Raphaël Glucksmann de retour dans l'actualité. Figurez-vous qu'il vient d'une famille d'agents. Et pas n'importe quel agent. Pas d'agent immobilier, là. Pas d'agent immobilier, oui. Effectivement, c'est un agent russe, mais de l'ancienne époque, qui bossait pour Staline. Un agent soviétique. Un agent soviétique. Le grand-père. Le grand-père, tout à fait. Alors, le grand-père de Raphaël Glucksmann, alors il y a un documentaire inédit qui est diffusé sur Public Sénat. LCI en reparle. TF1, le lendemain, republie un article. Alors, Raphaël Glucksmann découvre que son grand-père était un espion de l'URSS au service de Staline. Est-ce que c'est une vraie découverte, ça, Jean-Yves? Parce que j'ai le sentiment que j'ai déjà entendu cette petite notice. C'est-à-dire, quand on regarde la notice Wikipédia du père de Raphaël Glucksmann, à savoir André Glucksmann, qui était, entre guillemets, un nouveau philosophe venu des rivages du maoïsme, lui, on découvre que son père, effectivement, était un agent communiste dès les années 30. Donc, c'est quand même extraordinaire. Ce garçon, Raphaël, n'a pas lu la notice Wikipédia de papa. C'est quand même un peu bizarre. Voilà. Père, ouais. Alors, ce qui m'a fasciné, quand même, mon article préféré sur cette actualité de Raphaël Glucksmann, sans doute en fallait-il une nouvelle, c'est l'article de Gala. J'adore la presse féminine, vous le savez si vous regardez Immédiat. Raphaël Glucksmann sous le choc. Cette révélation tonitruante sur un membre proche de sa famille. Et dans le même genre, on a un article du Parisien. J'aimerais bien m'asseoir avec lui et écouter son histoire. Alors là, c'est du storytelling de grande qualité, Jean-Yves. Pardonnez-moi, chers téléspectateurs, pour le mot anglais, mais... Ah oui, il a réussi à se remettre en scène là-dessus. Alors, il y a une certaine cohérence, d'ailleurs, parce que finalement, c'est une famille qui est attachée au cosmopolitisme et au mondialisme. Le communisme soviétique avait une ambition mondiale par-delà les nations. Le père, qui est un maoïste devenu néo-conservateur, c'est un peu le même projet. Et le projet de Raphaël Glucksmann, finalement, sous des formes différentes, s'inscrit dans la même logique. Alors c'est vrai que le grand-père
travaillait pour la Russie soviétique et lui est plutôt hostile à la Russie non soviétique ou ex-soviétique. Mais le projet, c'est un peu un projet familial, si vous voulez. Voilà, faut être positif. Oui, désormais, c'est un candidat du système. Ça ne veut pas dire que c'est pas un agent. D'ailleurs, je cite Marianne, mais il y a quelque temps, on l'appelait l'homme de l'ombre et le consultant en révolution. Quand il était en Géorgie, parce qu'il faut rappeler quand même que Raphaël Glucksmann a un passif avec la Géorgie. Il était conseiller de Saakashvili en Géorgie. Il a eu d'ailleurs un enfant avec une femme politique en Géorgie. Et on a quelques articles quand même qu'on peut rechercher sur Internet. Par exemple, TF1, que sait-on des années géorgiennes de Raphaël Glucksmann? Certains se sont quand même posé la question. Qui est réellement Raphaël Glucksmann dans Causeur? Et Le Monde, dans la famille Glucksmann, le fils est conseiller de président. C'est un vieil article de 2011. Mais effectivement, on peut se poser cette question finale sur ce dossier. Être un agent de l'étranger, est-ce que ce ne serait pas de famille? Eh bien, ça rend service aussi. Parce que quelqu'un qui est un agent de l'étranger, il est poussé quand même. Voilà. En fait, Glucksmann, c'est un agent de l'État profond américain, voilà, qui est pas trumpien aujourd'hui, hein, donc mais c'est un agent de l'État profond américain lié aux néoconservateurs, comme son père d'ailleurs, voilà. Eh bien, nous allons suivre le destin de Raphaël Glucksmann Salamé de toujours assez près sur Immédiat. Place maintenant aux pastilles de l'information. On commence ces pastilles de l'information avec le fabuleux destin de Sarah Knafo in Paris. Effectivement, moi, ce qui m'a troublée dans le lancement de campagne de Sarah Knafo, elle se présente à la mairie de Paris, ce n'est plus un secret pour personne, c'est vraiment cette typo jaune qui est utilisée, qui pour moi fait un peu référence à l'affiche du film Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Et on a aussi fabuleux heureux, parce que son titre de campagne, c'est une ville heureuse. Donc on a le destin fabuleux, la ville heureuse. On a aussi cette comparaison un peu, pardonnez-moi que je me permets de faire, avec Emily in Paris, la dernière saison. On a une Émilie donc dans une robe rouge, un peu fourreau, et surtout qui dénote très fortement sur l'image. Sarah Knafo, elle, pour sa campagne, s'est choisie une robe jaune, très identifiable finalement, et qui est raccordée à la couleur de son slogan, jaune, qui change d'ailleurs un peu des couleurs traditionnellement utilisées, qui sont beaucoup le blanc, le bleu et le rouge. Tout ça est éculé. Elle a balayé ça d'un revers de la main. C'est intéressant d'ailleurs aussi comme choix, parce que par exemple, un de ses concurrents direct qui est bien positionné dans les sondages, c'est Monsieur Grégoire, qui lui fait campagne pas particulièrement pour Paris, hein, mais pour la gauche unie et pour le LGBT avec du multicolore partout. Donc ici, on a un choix quand même un peu plus tranché. Je vous propose de regarder toujours pour voir les costumes jaunes de Sarah Knafo, 17 petites secondes de son clip de campagne. On regarde ça tout de suite. Chères Parisiennes, chers Parisiens, j'ai le plaisir de vous annoncer la candidature de Sarah Knafo à la mairie de Paris. Bientôt, nous serons une ville heureuse. Robe jaune, manteau jaune cette fois-ci. Oui, je ferai un petit commentaire sur heureux. Ça renvoie à l'attitude un peu ronchon des Parisiens qui sont malheureux de l'évolution de leur ville, et donc ça positive en quelque sorte le négatif. Tout à fait. D'ailleurs, elle a, dans un autre clip de campagne, je ne vais pas tous vous les passer quand même, il y a une petite musique de guinguette. Enfin, c'est so cliché, comme pourrait dire Emily in Paris, mais c'est surtout très sympathique comme campagne. Jean-Yves, je vous laisse faire des commentaires plus politiques. Deux commentaires. Je pense qu'elle a un atout parce qu'elle utilise les réseaux sociaux, les médias contemporains, et donc elle a sûrement un coup d'avance par rapport à ses concurrents, et elle va être soutenue par les médias alternatifs, les réseaux sociaux, mais aussi par les médias mainstream. D'abord parce que c'est entre guillemets une bonne cliente pour les médias, puisque quand elle parle, elle percute, ça crée du buzz, donc c'est une bonne cliente pour les médias. Et petit calcul quand même cynique, hein,
si elle franchit la barre des 10%, ce qui est son objectif et ce qui est probable, elle peut se maintenir au second tour. Et à partir du moment où elle peut se maintenir au second tour, où Madame Dati fait un accord avec elle et elle va être dénoncée comme s'alliant par la gauche, comme s'alliant avec l'extrême droite, ou elle ne fait pas d'accord avec elle, et elle est handicapée pour le second tour. Donc, c'est pas étonnant qu'elle soit invitée, elle sera invitée sur les médias de gauche ou mainstream. Voilà, c'est le jeu politique. La tambouille électorale pour les municipales a commencé. Les clandestins algériens sont-ils au bord de la remigration ? C'est cette information étonnante qui nous vient d'Alger, puisque Abdelmajid Tebboune a appelé les migrants clandestins à rentrer au pays, particulièrement ceux qui sont en situation irrégulière, nous explique-t-il, et surtout qui sont en situation de précarité, sont écartés tout de même de cette liste les auteurs de crimes de sang et de trafic de drogue ou d'armes. Est-ce qu'on va enfin réussir à renvoyer les OQTF en Algérie, Jean-Yves ? Je pense que vous faites confiance à M. Tebboune, je suis un peu plus sceptique, mais bon. Voilà, qui commence à reprendre les OQTF, oui, ça serait bien. Mais... Ce serait un début. Oui, ce serait un début, oui, un bon début. Affaire à suivre. Et pendant ce temps-là, en France, eh bien, figurez-vous que Emmanuel Macron est en train de lancer un haut commissariat à la diversité. Oui, oui, vraiment. Notamment sont pressentis pour siéger dans ce haut commissariat à la diversité. Diversité avec Christiane Taubira, diversité avec Najat Vallaud-Belkacem, diversité avec Amel Ben, diversité avec Teddy Riner, diversité avec Lilian Thuram, diversité avec Pape Ndiaye, diversité avec Leïla Slimani. Où sont les Français blancs, Jean-Yves ? Français, ils n'existent pas. Oui, Il n'existe plus. No white. C'est une opération no white. Blanc exclu. C'est une forme de racisme anti-blanc, qui est le racisme recommandé, subventionné, encouragé. Voilà. Intéressons-nous maintenant à un milliardaire de gauche que vous commencez à connaître dans l'immédiat. C'est bien sûr Mathieu Pigasse. Vous vous souvenez, en décembre, il avait déjà songé à être candidat à la présidentielle de 2027. On rappelle que c'est l'homme qui voulait mettre ses médias dans le combat contre la droite radicale. Cette fois-ci, il était interrogé au micro de Benjamin Duhamel sur France Inter. Il persiste et signe, il déclare « Ceci, le RN doit être battu. En 2027, rien n'est joué. Il n'exclut rien et il veut peser sur la présidentielle en 2027. Je vous propose de regarder une question de Benjamin Duhamel qui lui demande s'il n'est pas le Bolloré de gauche. Vous dites, moi, je mets les médias que je possède au service de mes idées. En fait, vous êtes le Vincent Bolloré de gauche. Alors, non, tout nous oppose avec Vincent Bolloré, à commencer par les valeurs. Pas besoin de le dire. Moi, j'ai toujours prôné la justice sociale, l'ouverture à l'autre, le partage des richesses. J'ose dire ici, je pense que, si je puis dire, ces valeurs sont à l'opposé. Mais surtout, et c'est pour ça que je ne parle pas des valeurs, Mathieu Pigasse. Je parle du principe de dire, je mets les médias que je possède au service de mes idées. Qu'est-ce qui vous différencie dans la méthode de Vous êtes Vincent journaliste, Bolloré ? n'est-ce pas, Benjamin Duhamel ? Je crois, oui. Oui, voilà. Eh bien, je vais vous répondre. C'est précisément le rapport au travail journalistique entre lui et moi, entre ses médias et les miens, de deux façons. D'abord, le rapport à l'indépendance. Moi, je respecte l'indépendance éditoriale. Je la protège même d'ailleurs. Je n'interfère et j'interviens jamais dans les émissions qui sont les nôtres. Et la deuxième chose, je l'ai dit, c'est le rapport aux faits. L'information, c'est pas commenter des thèmes. L'information, c'est donner des faits qui sont vérifiés. Vous portez une ligne idéologique, puisque vous dites, je veux que mes médias reflètent mes combats, et encore une fois, je vous cite, conception ouverte du monde, progressiste, c'est l'autre différence. Et lutte contre la droite radicale. Donc c'est bien qu'il y a une ligne idéologique dans vos médias. Mes médias ont une ligne, tout média d'ailleurs a une ligne. Alors Jean-Yves, là il y a beaucoup de choses intéressantes. J'avais oublié de spécifier qu'il avait appelé à voter pour le nouveau Front populaire lors des législatives en 2024 aussi, Mathieu Pigasse. Oui, alors quand il dit tous les médias ont une ligne, il a raison. Ça c'est vrai. C'est le dernier propos qui est le vrai. Ouais. C'est le dernier propos qui est le vrai. La majorité des médias disent non, nous on est neutres. Mais c'est pas vrai. On peut essayer d'être respecter les faits. C'est notre cas. Ici, on essaye de respecter les faits. Si on ne les respecte pas, c'est qu'on s'est trompé. C'est pas qu'on a voulu le faire. Mais on a une orientation. On l'assume. Bien sûr. Voilà. Donc là-dessus, il est honnête. Alors le problème, où il est un peu moins, c'est qu'il dit les médias ont ma ligne idéologique. Seulement, ces médias, ils vivent du service public.
Donc il vide l'argent public. Ce qui est quand même la différence avec Bolloré, parce que Bolloré, il a aussi une ligne idéologique, c'est vrai, mais c'est avec son argent, c'est pas avec l'argent des contribuables. Alors il y a un dernier point qui est intéressant, c'est qu'il envisage plus ou moins d'être candidat lui-même à la présidentielle. Et si vous voulez, il est intéressant, Pigasse, parce que c'est en quelque sorte un pré-Macron. Ça a été la maquette de Macron. C'est-à-dire que c'est un inspecteur général des finances qui a progressiste, qui a travaillé dans la banque d'affaires et qui se voyait, il y a une vingtaine d'années, qui se voyait comme potentiel candidat à la présidentielle. Et puis, le train n'est pas passé pour lui, il est passé pour Macron, et il rêve peut-être de reprendre le train en 2027. Alors, on peut toujours rêver. On rappelle qu'il est également actionnaire de médias, notamment via sa société Media One, qui lui permet donc en partenariat avec Monsieur Niel d'être propriétaire des émissions C'est dans l'air, C'est l'hebdo, C'est à vous, etc. Service public. Sur le service public. Et en principe, quand on est journaliste, on obéit quand même un petit peu à son patron. La parenthèse est fermée. Les médias sont-ils neutres? Une pastille qui fait bien la transition avec le sujet précédent. Je vous propose 2 articles pour y réfléchir. On a d'abord cet article du Figaro. À l'occasion des 200 ans du Figaro, il y avait un petit pince-fesse au Grand Palais. Et le directeur des rédactions du Figaro a déclaré ceci. Le Figaro a des convictions qu'il ne cache pas, mais cela ne l'empêche pas d'être ouvert à la diversité des opinions. Cela fait partie de notre ADN. Et le deuxième article que je voudrais vous présenter, c'est 20 minutes. 20 minutes, vous savez, c'est le journal gratuit qu'on vous distribue avant que vous preniez les transports ou quand vous sortez justement des transports, qui publie cet article. De plus en plus de Français sont en accord avec les idées du RN selon un sondage. Et au-dessus, la France brunie. Voilà. 2 pôles, 2 façons d'être engagé et de faire croire qu'on est neutre. Jean-Yves, un commentaire. Alors le Figaro se vante un peu quand tu dis qu'il a des convictions, parce qu'il y a quand même beaucoup de journalistes de gauche dedans. Convictions centristes. Convictions, voilà, bon, bref. Et 20 minutes, par contre, est un journal militant, là aussi subventionné par le contribuable, ils ont des subventions, et qui vise à développer des thèses progressistes, bien entendu. Quand c'est gratuit, c'est toi le produit. Et on termine ces pastilles de l'information avec la fameuse question « Peut-on rire de tout ?» En effet, Charlie Hebdo a sorti une caricature qui se positionne vraiment entre le faux humour et le vrai mauvais goût. C'est « Les brûlés font du ski », en référence bien sûr au drame qui a eu lieu à Crans-Montana, Jean-Yves. Il y a eu des plaintes qui ont été déposées suite à cette caricature. Notamment, il y a un article qui m'intéresse dans la petite revue de presse que je vous présente là, que je vous invite à lire pendant que je parle. C'est « Cette caricature ne vise pas les bonnes personnes ». C'est un article de la Liberté qui interviewe un autre illustrateur et qui reprend donc son propos en son nom propre. Il y a des bonnes personnes à viser, Jean-Yves. À la limite, oui. Les bonnes personnes à viser, c'est les personnes puissantes. Là, en l'occurrence, il vise des victimes d'un incendie, d'un drame. C'est un peu dans la tradition de Charlie Hebdo, parce que Charlie Hebdo a pris son nom en 1970, c'est pas nouveau, parce que le journal qui le précédait, qui était Harakiri Hebdo, avait été interdit à l'époque par le général de Gaulle, pas par le général de Gaulle, par le président Pompidou, à l'occasion de la mort du général de Gaulle, parce que Harakiri Hebdo avait fait un humour extrêmement dévastateur qui faisait référence à l'incendie d'une discothèque. Vous voyez qu'on retrouve le même phénomène à l'incendie d'une discothèque à Saint-Laurent-du-Pont qui avait fait 150 morts. Et la semaine d'après, De Gaulle était mort. De sa bonne mort. De sa belle mort, pourrait-on dire. Et Charlie Hebdo, Harakiri Hebdo, qui n'était pas encore Charlie Hebdo, avait titré « Balle tragique à Saint-Laurent-du-Pont ». Et ils avaient été immédiatement interdits par manque de respect pour les morts, à la fois le général de Gaulle
et les 150 victimes de Saint-Laurent-du-Pont. La vraie question, Jean-Yves, qu'on peut se poser aujourd'hui, je pense que ça reste ouvert, c'est est-ce que Charlie Hebdo a vraiment le droit de faire des caricatures pareilles après avoir été tant soutenu par les Français lors de l'attentat de Charlie Hebdo que l'on connaît tous L'esprit Charlie, par contre, l'esprit Charlie était l'esprit Charlot, précisément, puisque les mêmes qui disaient liberté d'expression, ont dit immédiatement en même temps, oui, mais il faut la réguler. Et la réguler contre qui? Non pas d'ailleurs contre le mauvais goût de Charlie Hebdo, mais contre ceux qui pensent mal. Et voilà, on est arrivé à la fin de cette édition d'Immédiat. Merci à tous de nous avoir suivis. On ne se quitte pas sans le portrait piquant promis et attendu sur Raphaël Glucksmann. Jean-Yves, vous pouvez nous en dire peut-être 2 mots rapidement avant qu'on dise au revoir aux téléspectateurs ? Eh bien, c'est une très belle description de Raphaël Glucksmann, avec un défaut tout de même, on ne parle pas du grand-père, mais on parle un peu du père. Donc, Raphaël Glucksmann-Salamé, vous en saurez plus sur ce personnage en écoutant Claude Cholet en partenariat avec Logim. On vous le rappelle, avant de laisser la parole au portrait piquant, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce en l'air, laissez-nous un commentaire et vous pouvez relayer l'émission. Voilà, ma mission est finie. Merci à tous, portez-vous bien et à très vite sur TV Liberté. Raphaël Glucksmann est un multicarte, révolutionnaire professionnel, consultant pour le compte des gouvernements géorgiens et ukrainiens, membre des différents cercles néoconservateurs français qui soutiennent la politique des États-Unis. Il occupe, depuis plusieurs années, les médias pour parler de ses actions et de ses projets. Son fil conducteur est de toujours œuvrer pour imposer sa vision de la société ouverte, mondiale, métissée, cosmopolite et universelle. Il combat donc pêle-mêle la Russie, le Rassemblement national, Éric Zemmour, la culture terroir ou les réactions identitaires des peuples européens. Né en 1979 à Boulogne-Billancourt, il est le fils du philosophe, ancien maoïste et néoconservateur pro-américain André Glucksmann. Concernant sa religion, dans un article d'avril 2015 de Libération, c'est du côté des racines juives de sa famille qu'il se reconnaît avec, je cite, « une culture de diaspora plutôt qu'une foi ». Après Sciences Po Paris, il produit un documentaire sur la révolution orange en Ukraine. Puis, il partira en Géorgie en 2008 pour rejoindre Mikhaïl Saakashvili qui lui propose de devenir son conseiller avec pour objectif l'intégration du pays à l'Union européenne et à l'OTAN. Il y rencontre sa femme, Eva Zgouladze, alors ministre de l'Intérieur, avec laquelle il a un enfant. Revenu en France après la défaite de Saakashvili, il assiste avec son père au meeting du candidat Nicolas Sarkozy le 29 avril 2017. Voyant en Sarkozy un héritier rebelle de mai 68, ce qui n'est pas si mal vu. Mais le flirt avec Sarkozy ne durera pas. Il fonde en 2018 Place Publique, qui trouvera un strapontin sur la liste du Parti socialiste lors des élections européennes du 26 mai 2019, où il est élu au Parlement européen. Entre-temps, il aura rencontré en 2015 la journaliste Léa Salamé, qui deviendra sa compagne. Il aura obtenu une chronique sur France Info et France Inter en 2017 et dirigé brièvement le nouveau magazine littéraire quelques mois en 2018. Sa profession de foi figure sur Mediapart le 24 février 2015. Je cite « Nous sommes tous des flics juifs arabo-martiniquais, dessinateurs libertaires de prophètes, clients de supérettes cachères, Clarissa, Stéphane, Ahmed, Yoav ou Franck, nos prénoms, nos origines diverses, nos foi ou nos absences de foi, nos idéaux et nos manques de repères forgent notre carte d'identité nationale. » Fin de citation. Tant pis pour les Normands, les Bretons, les Basques et les autres Bourguignons. On pourrait ajouter tant pis pour les Français et pour les Européens.